Alors une vidéo sur les paramètres les plus importants, les deux paramètres les plus importants, c'est la surchauffe à l'évaporateur et le sous-refroidissement au condenseur. Alors ce qui est important quand même, c'est d'associer au mot surchauffe le composant qui lui est associé, donc surchauffe à l'évaporateur, tout comme le sous-refroidissement au condenseur, parce que ça peut prêter, tout au début quand on apprend, ça prête un peu à confusion. C'est-à-dire qu'on a du sous-refroidissement sur le composant qui est chaud, donc refroidir là où c'est chaud, on peut se tromper, tout comme on a de la surchauffe à l'endroit où on est froid, c'est-à-dire à l'évaporateur. Donc surchauffe à l'évaporateur et sous-refroidissement au condenseur. Essayons toujours d'associer ces deux paramètres aux composants associés. Alors une précision quand même pour ces deux paramètres, faut bien, alors en prenant en compte le fait que l'on est avec un fluide sans glissement et puis que l'on fait abstraction des pertes de charge, sur un circuit frigorifique, il y a par exemple par exemple 11 bars et 1,8 bar, il n'y a que deux pressions. C'est-à-dire qu'on a une pression HPBP qui est de part et d'autre du compresseur, et puis l'inverse, c'est évidemment au niveau du détendeur. On rentre en HP, on ressort en BP. Donc j'ai, par exemple, pour la HP, j'ai bien 11 bars de la sortie du compresseur jusqu'à l'entrée du détendeur qui est ici, et j'ai mis 1,8 bar de la sortie du détendeur jusqu'à la spie du compresseur. Donc je n'ai bien que deux pressions. En ce qui concerne les températures, évidemment, les températures, il y en a une infinité, entre guillemets. Sortie compresseur, on est à 70 degrés, par exemple, et je vais commencer à descendre en température. C'est ce qu'on appelle donc la désurchauffe. Je désurchauffe, donc 70, 60, etc., 50. Je désurchauffe jusqu'à l'entrée du condenseur. Donc j'ai dans mon condenseur une dernière partie de désurchauffe, une zone de condensation, donc liquide plus vapeur. Donc évidemment au-dessus je suis en désurchauffe, je suis en 100% vapeur. Là, liquide plus vapeur pour la zone de condensation. Et la zone inférieure, c'est la zone de sous-refroidissement au condenseur. Cette zone-là est en 100% liquide. Et on est en 100% liquide HP jusqu'à l'entrée du détendeur. Donc les températures, encore une fois, je descends, j'ai de la désurchauffe jusqu'ici, et je vais avoir par exemple 45 degrés au niveau de ma zone qui est un peu couleur un peu rouge, là. 45 degrés dans cette zone-là. Et ensuite, je descends en température, je suis 100% liquide, je continue à refroidir et je continue à refroidir jusqu'à l'entrée du détendeur. Donc j'ai une désurchauffe qui se fait de la sortie compresseur jusqu'à une partie du condenseur, une zone de condensation dans le condenseur et une zone de sous-refroidissement au condenseur ici, cette zone que l'on va contrôler tout à l'heure, et du sous-refroidissement total jusqu'à l'entrée donc de mon détendeur. Donc voilà les trois zones de la HP que l'on retrouve sur un circuit classique. Et ce que l'on va mesurer, donc, c'est le sous-refroidissement au condenseur pour ce premier paramètre. Alors comment est-ce que l'on fait? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je mets un manomètre sur une zone HP, quel que soit l'endroit où je vais brancher mon manomètre, que ce soit ici refoulement, à l'entrée du condenseur, sortie condenseur, sur cette ligne liquide ou pourquoi pas à l'entrée du détendeur, qu'est-ce qu'il va m'indiquer? Il va m'indiquer forcément mes 11 bars. Donc comme j'ai 11 bars dans toute cette zone HP, eh bien on sait comment est fait un manomètre, il y a une zone une courbe de température, une courbe de pression, forcément j'aurai 45 degrés d'indiqué, puisque c'est la relation pression-température. Donc, qu'est-ce que j'ai sur ce mano HP? Quel que soit l'endroit où il est branché, j'ai la zone de saturation, donc de mélange liquide-vapeur. Le manomètre HP m'indique ce qui se passe dans la zone où j'ai du liquide et de la vapeur, c'est-à-dire ici dans la zone de condensation. Donc 11 bars et forcément 45 degrés ici. Même chose pour la surchauffe à l'évaporateur. Mon manomètre basse pression m'indique 1,8 bar,
quelle que soit la zone sur laquelle, la zone basse pression évidemment, sur laquelle je vais brancher mon manomètre BP, j'aurai mes 1,8 bar, et par la force des choses, le 1,8 bar sera en face de moins 2 degrés. Donc, on peut regarder les températures, je ne l'ai pas fait, mais sortie d'étendeur, donc j'ai tout de suite ma zone d'évaporation. On pourrait mettre en parallèle avec un diagramme enthalpique, hein, mais bon, on ne va pas non plus se disperser trop. Donc j'ai moins 2, je surchauffe ici jusqu'à plus 2, j'ai 3, 4, 5, 15 degrés, bref, la température augmente ici. Donc deux zones dans mon évaporateur, une zone d'évaporation, une zone de surchauffe. La surchauffe à l'évaporateur ou surchauffe fonctionnelle, qu'on va mesurer juste après, et puis surchauffe totale jusqu'à l'aspiration du compresseur. Donc voilà vraiment ce qui est important avant de se dire que l'on va mesurer surchauffe et sous-refroidissement, c'est de toute façon, je n'ai que deux pressions dans un circuit et une infinité de températures. Et comment je fais ma mesure? Eh bien, la mesure, c'est tout simplement la sortie des échangeurs. Je vais prendre un thermomètre et mesurer la température à la sortie des échangeurs. Donc, température lue à la sortie du condenseur. Je fais l'écart entre cette température lue à la sortie du condenseur, ici, et le manomètre HP. Pour le sous-refroidissement au condenseur, donc pour la surchauffe à l'évaporateur, qu'est-ce que je fais? Je mesure l'écart entre la sortie de mon échangeur, donc l'évaporateur, et la température lue au mano basse pression. Donc je fais l'exemple de ce document avant d'aller voir sur une installation qui est en train de fonctionner. Donc sur cette feuille-là, la surchauffe à l'évaporateur, donc elle est zone donc donnée par mon manomètre basse pression, la zone d'évaporation moins 2 degrés, température lue à la sortie plus 2, j'ai bien une surchauffe de moins 2 à plus 2 égale à 4 degrés. Et puis on parle aussi en Kelvin, mais on va rester sur des degrés Celsius. Donc le sous-refroidissement au condenseur pour cet exemple-là, je vois que je suis à mon manomètre HP à une température de condensation, donc dans cette zone ici, de 45 degrés. Je mesure avec un thermomètre de contact la température à la sortie de mon condenseur. J'ai 40 degrés, écart entre 45 et 40, j'ai bien 5 degrés de sous-refroidissement. Donc je refroidis bien, puisque je suis à 45 ici et à 40 ici. Là-bas, je chauffais bien, puisque j'étais donc à moins 2, indiqué par le mano BP, cette zone d'évaporation, jusqu'à plus 2. Donc surchauffe à l'évaporateur, sous-refroidissement au condenseur. Les zones, donc c'est la prise de température se fait au niveau du bulbe. On va aller voir sur une installation, on mesure, on met un thermomètre à contact sur le bulbe, et je mets, puisque c'est évidemment la sortie de l'évapo, et je mets donc pour le sous-refroidissement au condenseur, je mets donc une sonde de température à la sortie du condenseur. Sortie du condenseur qui, je vous le rappelle, est en bas. Voilà, donc on va aller voir sur une installation la mesure réelle. Alors, mesure de la surchauffe à l'évaporateur. Donc j'ai un manomètre qui est installé sur cette machine. Donc j'ai une température d'évaporation de moins 1 degré. Et je vais donc aller faire l'écart entre ce moins 1 degré, donc température d'évaporation, et la température prise à la sortie de l'évaporateur. Donc évidemment, il faudrait rentrer dans la chambre froide et puis aller mesurer la température à la sortie de l'évapo. Donc c'est le tube qui est ici. Mais je vais le prendre par l'autre côté, ça sera plus pratique pour positionner la sonde. Alors, si j'arrive à attraper la sonde. Voilà. Donc on positionne une sonde vers le bulbe, une sonde de contact, je vais la tenir, et puis on regarde au niveau du thermomètre. Alors peu importe la valeur que l'on va trouver, elle ne sera pas forcément conforme à ce qu'elle devrait être, mais c'est juste pour faire le calcul. Donc je fais l'écart entre mon manomètre BP qui est à moins 1 degré et l'écart
entre la température qui est prise au niveau du bulbe à la sortie de l'évaporateur, écart entre -1 et 14, eh bien j'ai 15 degrés d'écart. Alors évidemment c'est beaucoup. On en reparlera un petit peu juste après, c'est beaucoup, mais peu importe, c'est ce que je mesure, en tout cas sur cette installation. Si je regarde la mesure sur le sous-refroidissement au condenseur, cette fois je prends le manomètre HP. Alors température lue au manomètre HP, on est à peu près à 21 degrés, ça brille, voilà. Oui, 21 degrés, non je me trompe, excusez-moi. Je suis à 21 bars, je me trompe, je suis à 40, 45, 48, à peu près 48 degrés. Donc 48 degrés, je vais à la sortie du condenseur. C'est pas facile de lire en même temps sur le téléphone. Alors, sortie du condenseur, donc au bas, ici. Je positionne ma sonde à cet endroit-là. Et je relève ma température. Voilà, écart entre mes 48 degrés et puis mes 41, 42 pour le moment. Donc en tout cas, je refroidis un peu. J'ai donc bien un sous-refroidissement au condenseur. Admettons qu'on s'arrête à 43. Eh bien, je suis à écart entre 48, lui ici, mano HP, et 43 sur la sortie du condenseur. On a bien donc 5 degrés de sous-refroidissement. Donc la température s'abaisse. Alors une autre installation pour faire une deuxième mesure qui est également équipée de manomètres. J'ai donc la surchauffe à l'évaporateur. On va considérer que c'est du R404 ici. Je suis en évaporation vers -7 approximativement, si je vois bien, non je me trompe de ligne, je suis à -15 ici, -15 degrés pour le R404. -15 degrés, je vais prendre la température au niveau du bulbe, donc écart entre mano basse pression et la sortie de l'évaporateur au niveau du bulbe. Voilà, je le positionne à peu près par là, c'est pas facile de se placer. Alors là pour le coup, on a quasiment 30 degrés d'écart. Puisque là je suis à -14, -15 sur le manomètre et là +15, 15 et 15, 30. On va reparler des valeurs après. Et sous refroidissement au condenseur, je positionne ma sonde au bas du condenseur. Là c'est vraiment froid, anormalement froid, donc je suis au bas du condenseur pour la mesure du sous refroidissement au condenseur. La température, elle est de 26, 27 peut-être approximativement, donc on va faire l'écart entre mes 27 degrés et puis la température lue au mano HP. Toujours pour le R404, eh bien on est à quasiment pareil, plus 26, on n'a pas de sous-refroidissement. Alors pour le coup, ça signifie peut-être que l'installation n'est pas suffisamment remplie. Donc l'écart entre 26 et 26, c'est 0. Donc pas de sous-refroidissement sur cette installation-là. Alors on a vu qu'on avait des valeurs quand même un peu particulières et pas forcément conformes, convenables pour une installation. On va juste quand même réexpliquer ce qu'est et à quoi sert en tout cas la surchauffe à l'évaporateur. Donc la surchauffe à l'évaporateur en fait vous indique, vous caractérise le bon remplissage de l'évaporateur. Si l'évaporateur n'est pas du tout rempli, évidemment on n'a pas du tout de puissance frigorifique. Si la zone bleue liquide plus vapeur elle s'arrête là, tout le reste ne sert à rien. Donc il faut remplir suffisamment l'évaporateur, mais pas trop. Puisque si on remplit trop l'évaporateur, eh bien la zone liquide plus vapeur se décale plus loin que le bulbe, on n'a plus d'échange, donc le liquide va avancer jusqu'ici. Et puis qui est-ce que l'on retrouve à la sortie ici? C'est le compresseur. Donc, comme le compresseur est ici, je risque en fait tout simplement, en ayant une surchauffe nulle, de donner du liquide au compresseur, c'est-à-dire qu'il risque de prendre des coups de liquide.
Donc il faut remplir suffisamment pour que l'on ait la bonne puissance frigorifique, parce que donc la chaleur est prise par cette zone d'échange, de changement d'état, pardon, donc passage de liquide à vapeur. Et puis, pas trop remplir pour protéger le compresseur. Donc comment fait-on pour remplir plus ou moins? Je contrôle donc l'écart que me donne mon mano basse pression. Mon mano basse pression me donne la température de la zone bleue et la température que je prends au niveau du bulbe, ici avec un thermomètre de contact. Évidemment, si ma zone bleue elle est jusqu'ici, j'aurai la même valeur lue sur mon thermomètre à contact et donnée par mon manomètre basse pression, donc à savoir la température de cette zone bleue d'échange. Donc là, surchauffe nulle, attention, danger pour le compresseur. Et puis si j'ai une grande zone de surchauffe à l'évaporateur, eh bien j'ai un écart important. Alors les valeurs, c'est à peu près une valeur de 5 d'écart, 5 degrés d'écart entre le 5 à 8, 4 à 7, ça dépend des ouvrages, mais c'est à peu près ça, 5 degrés d'écart pour une installation avec un détendeur thermostatique. Donc comment fait-on pour régler ce détendeur? C'est tout simple. J'ai donc une vis de réglage qui se trouve à l'arrière du détendeur, donc j'ai un écrou ici, on peut regarder peut-être sur une installation. Voilà un détendeur, ils n'ont pas les bouchons. Les bouchons ont été enlevés, donc la vis de réglage elle est bien ici. Donc j'ai entrée détendeur, sortie détendeur, je vais à l'évapo. Et j'ai ma vis de réglage ici. Alors la vis de réglage, qu'est-ce qu'elle fait? Elle agit sur la partie inférieure, donc sous la membrane. Plus je vais serrer cette vis, plus je vais contraindre ce ressort ici, qui va donc déséquilibrer les forces qui agissent sur la membrane, en tout cas qui agissent sur l'ouverture du détendeur. Donc plus on serre, plus il va falloir une température importante ici, donc plus j'aurai un écart de température entre l'évaporation et la température lue à la sortie de l'évaporateur. Donc voilà pour la surchauffe, c'est tout simplement la puissance frigorifique qui est directement liée à ça. Le sous-refroidissement au condenseur, là c'est autre chose, ça caractérise tout simplement le bon remplissage de mon installation. Je vais mesurer donc mon sous-refroidissement au condenseur, comme on l'a vu tout à l'heure, avec l'écart entre le mano HP et la température lue au bas du condenseur. Alors juste la suite et la fin de l'explication sur le sous-refroidissement au condenseur, parce que j'ai eu un petit souci d'enregistrement. Encore une fois, désolé pour les qualités des vidéos. La qualité des vidéos, l'installation quand on est en train de la remplir, donc on contrôle la bonne charge d'une installation, on peut prendre une passe ampère-métrique et puis regarder ce que le compresseur consomme électriquement, peser le fluide que l'on injecte dans l'installation. Si c'est une pompe à chaleur qu'on me dit de mettre 3,2 kg, je mets 3,2 kg sans me poser de questions. Mais quand on est sur une installation de type chambre froide, je contrôle donc la charge en prenant par exemple donc mon intensité absorbée du compresseur, et puis je contrôle aussi au niveau du voyant, le voyant liquide évidemment, et en contrôlant tout à fait le sous-refroidissement au condenseur. Comment je contrôle mon sous-refroidissement au condenseur? On le sait, on a fait l'écart entre le mano HP et puis la température lue à la sortie du condenseur, mais qu'est-ce que je m'attends à observer? En fait, quand j'ai commencé un petit peu à charger, qu'est-ce qui se passe? J'ai pour le coup quasiment que de la vapeur. Et puis petit à petit, je vais avoir de la condensation dans mon installation, donc au niveau du condenseur. J'ai de la condensation, mais très très peu, avec pour le coup très peu de liquide, voire pas du tout à un moment donné, au bas du condenseur. Et plus je vais charger en liquide neuf, plus mon condenseur va se remplir. C'est-à-dire que ma zone de sous-refroidissement qui est notée en blanc, là, c'est un petit texte qui est en train de se décaler d'ailleurs, ma zone de condensation qui se trouve donc sur la partie un peu rouge au saumon là, me génère petit à petit une zone de sous-refroidissement que je descends, mais qui est pour le coup assez faible dans ce cas-là. Et plus je vais remplir, plus ma zone de 100% liquide, ma zone de sous-refroidissement, va augmenter. C'est-à-dire que les crosses de mon condenseur vont être de plus en plus remplies.
On voit que la zone ici, la zone foncée, c'est la zone de désurchauffe. La zone où il y a des petits points, la zone de condensation. Et puis la zone un peu plus claire, grisée, c'est la zone de 100% liquide. Donc plus je remplis mon condenseur, enfin en tout cas mon installation, et bien plus cette zone de 100% liquide, ma zone de sous-refroidissement, augmente. Je vais enlever la petite image là. Donc c'est assez caractéristique, c'est-à-dire qu'un sous-refroidissement au condenseur qui est nul, ben c'est tout simplement qu'on n'a pas assez, pas suffisamment de fluide dans l'installation. Je suis en train de décaler la mauvaise image, c'est pas tout à fait facile avec ça, désolé. Donc voilà, pas de sous-refroidissement, même température donnée par le mano HP qui est ici et la température lue à la sortie ici, j'aurai par exemple 45 et 45. Donc je vais remplir, par exemple si je remplis trop, eh bien, je vais avoir une zone très importante du condenseur qui va être consacrée à refroidir mon liquide. J'ai un ventilateur qui pousse à travers mon échangeur, si c'est un échangeur évidemment à air, et bien mon liquide va se refroidir, et là par exemple je suis à 45 au mano HP dans cette zone, uniquement la petite zone là, et puis je serai, je sais pas, à 30 par exemple. Donc j'aurai 15 de sous-refroidissement, trop de charge. Voilà, voilà.